on sait, parce que j'ai parlé des ministres délégués aux services sociaux, mais il y a quelque chose là-dedans qui semble venir de la sécurité publique. J'ai fait le lapsus tantôt, c'est pour ça. La sécurité publique qui est très impliquée dans ce projet, qui semble avoir été très impliquée, et ça paraît encore plus dans les amendements. Donc, on n'est pas en train de s'intéresser à la santé de la population, là. Nous recevons aujourd'hui Mercedes Roberge, coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, pour discuter de la vive opposition au projet de loi 103. Ce projet de loi, qui reprend son étude détaillée, vise à réglementer l'emplacement des sites de consommation supervisés et des ressources en itinérance, notamment en leur interdisant de s'installer à moins de 150 mètres d'une école ou d'un CPE. Madame Roberge dénonce une mesure qui légifère le syndrome « pas dans ma cour ». Plus grave encore, elle affirme que ce projet de loi crée un dangereux précédent, ouvrant la porte au contrôle gouvernemental de tout organisme jugé dérangeant et menaçant l'autonomie fondamentale de l'ensemble du milieu communautaire. Donc, au printemps dernier, le gouvernement a déposé le projet de loi 103, loi visant principalement à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Ce que le titre ne dit pas, c'est qu'il porte également sur les ressources pour les personnes en situation d'itinérance. Il y a un chapitre à l'intérieur du projet de loi. Mais le titre du projet de loi, c'est ça. Ça a été déposé donc au printemps dernier. À ce moment-là, il y a eu un appel de mémoire. La table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles que je représente, nous avons déposé un mémoire. Et il y a eu des auditions, comme dans une commission parlementaire habituelle. Et après ça, durant l'été, tout est tombé. Et au retour de la session, le projet de loi 103 était maintenant repris à l'étude et il est maintenant rendu à l'étude détaillée, ce qu'on appelle aussi l'étude article par article. Et cette étude-là a débuté la semaine dernière, alors que le ministre Carman était encore le ministre responsable des services sociaux. Il a démissionné depuis. Ça a créé une petite pause dans les travaux, mais là, l'étude reprend demain, mardi, le 12 décembre. D'accord. Alors vous, dernièrement, vous avez manifesté, comme j'ai comme compris ça, comme à votre désaccord, ou quel impact pourrait avoir ce projet de loi. Est-ce que vous pouvez situer la table des regroupements provinciaux d'organismes comme dire dans cette contexte-là, et quel est votre rôle là-dedans? Oui, je suis coordonnatrice de la table. La table réunit 47 regroupements provinciaux qui ont des membres à travers le Québec. Ce sont les groupes qu'on dit les groupes communautaires autonomes en santé et services sociaux. On utilise souvent le terme OCAS, OCA 3S. Et bon, il y a environ 3000 groupes communautaires du domaine de la santé et services sociaux répartis dans toutes les régions, incluant la vôtre. Donc, la table, par ses regroupements provinciaux, les regroupements qui sont membres de la table, c'est le regroupement des maisons des jeunes, l'aire des centres de femmes, les regroupements provinciaux, plusieurs regroupements provinciaux qui sont actifs en santé mentale, en violence conjugale, etc. Il y en a 47. Donc, la table est aussi l'une des 2 interlocutrices du ministère de la Santé pour tout ce qui concerne les relations avec les groupes communautaires, notamment le programme PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires, des subventions. Et la table s'intéresse donc à tout ce qui a tout ce qui a des conséquences sur les conditions de vie, les conditions de santé de la population, puisque c'est pour soutenir la population que les groupes communautaires existent. Donc, bien sûr, on intervient beaucoup pour préserver l'autonomie des groupes communautaires, parce que sans cette autonomie-là, ils ne peuvent pas être les lieux que les populations, les communautés souhaitent. Ils ne peuvent pas être les lieux que les communautés mettent en place pour répondre à leurs besoins. On dit souvent que le mouvement communautaire, c'est par, pour et avec. Alors ça oriente les interventions de la table où, par exemple, on va s'opposer à la privatisation du système de santé et on va s'opposer à toute tentative du gouvernement de nuire à l'autonomie des groupes communautaires, et on dit dans ce temps-là que ça nuit à la liberté d'association, parce que c'est
c'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on pratique, la liberté d'expression. Et c'est ce qui arrive avec le projet de loi 103. Donc, ce projet de loi-là, euh, il contient des règles qui vont autoriser le gouvernement à dire à un groupe communautaire à quel endroit il doit s'installer et à quel endroit il ne doit pas s'installer. Par le projet de loi 103, par un élément là, qui est une illustration des conséquences de l'ensemble du projet de loi, il va obliger les groupes de consommation qui ont des services de consommation supervisés et des ressources pour personnes en situation d'itinérance à ne pas s'installer plus près que 150 mètres d'un CPE ou d'une école primaire. Ça, c'est ce qui est dans le projet de loi actuellement. Évidemment, il peut y avoir des amendements d'ici à la fin. Ça s'appelle pas dans ma cour, ce principe-là, hein? Parce que c'est sûr que ces groupes-là, puis d'autres groupes aussi, sont visibles dans un quartier. Sauf que c'est important qu'ils soient au cœur des quartiers où ils sont nécessaires et c'est important que les groupes communautaires, les membres des conseils d'administration, les membres de ces groupes communautaires-là, ce soit eux qui décident des pratiques et des lieux pour les exercer, ces pratiques-là. Et c'est ce que le projet de loi 103 contredit, à notre avis. Il contrevient au principe de l'autonomie qu'on pense protégé par la politique gouvernementale de l'action communautaire depuis 2001. Et par ce projet de loi-là, le gouvernement se donne l'autorisation de prendre des décisions comme si ces groupes-là lui appartenaient. Et évidemment, c'est pas le cas. Oui, c'est curieux parce que je me disais souvent, j'avais cette impression qu'un groupe communautaire va s'installer, se créer ou va exister parce qu'il y a un besoin dans le milieu et souvent c'est représentatif d'un besoin très local. Mais après ça, est-ce qu'il y a eu des situations qui disent que pour que le gouvernement veuille donner son mot à dire pour dire que c'est dangereux ou que ça peut se passer enfin, c'est quoi sa raison pour expliquer ce choix-là? Il y a eu un élément déclencheur. Quelques mois, il y a eu un centre de consommation supervisé à Montréal qui a fait les manchettes. Pas à cause de ce que ce centre-là faisait, mais à cause des plaintes de la population du quartier qui se plaignait de voir des personnes toxicomanes autour de chez eux. C'est pour ça que je parle du principe de pas dans ma cour. C'est un signe, malheureusement, de l'intolérance dans laquelle une société, on baigne dans une société où il y a de l'intolérance face aux personnes marginalisées. Et bien sûr que les personnes toxicomanes et les personnes en situation d'itinérance sont marginalisées et leur marginalisation est très visible dans la rue, ce qui n'est pas le cas de toutes les marginalisations. Et donc, il y a eu donc, ça a fait les manchettes. Et là, le gouvernement a voulu réagir pour déplacer cet organisme-là. Mais il ne se limite pas à ça. Il veut maintenant éviter que d'autres groupes s'installent à moins de 150 mètres d'une garderie, d'un CPE ou d'une école primaire. Et malheureusement, en fait, dans la vraie vie, les groupes communautaires sont dans les lieux où il y a la vie, la communauté, les CPE, les écoles primaires aussi. Alors, 150 mètres, c'est très, très, très vite dépassé. Et pour nous, comme table, c'est pas une question de mètres. Et c'est pas uniquement c'est pas uniquement dans ce que le projet de loi présentement vise. Évidemment, présentement, il vise deux types de groupes. Les sites de consommation supervisés et les ressources pour personnes en situation d'itinérance. Mais à partir du moment où le gouvernement va se donner cette autorisation-là, qui va suivre? Ça va être qui ensuite qui va être exclu des lieux centraux parce que trop dérangeant, parce que trop bruyant, parce que des plaintes du quartier vont avoir été exprimées. Les comités logement, par exemple, font beaucoup de manifestations. Ça fait du bruit, ça dérange un quartier, ça dérange la circulation. Bon, ben,
Quand on est dans un système où le pas dans ma cour est encouragé et même légiféré, ça va être les suivants. Ensuite, plein d'autres groupes qui font des groupes qui viennent en aide avec des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Ben oui, c'est visible dans le quartier, ça, quand il y a un attroupement. Ben oui, ça crée des tensions, d'accord. Mais c'est pas en contrevenant à l'autonomie des groupes d'agir par, pour et avec les communautés que le gouvernement va s'assurer que tout le monde collabore. La fameuse cohabitation harmonieuse avec la communauté. Les groupes communautaires, ils travaillent déjà énormément. Et s'ils avaient tous le financement nécessaire à leur mission, ils seraient davantage capables d'avoir toutes sortes d'activités, toutes sortes de communications pour être bien acceptés dans leur milieu. Ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont pas le financement pour ça. Alors, c'est pas en excluant des lieux de vie de tout le monde, certains groupes, et à partir du moment où il en exclut certains, et peu importe le nombre de mètres, nous on dit c'est un précédent grave, parce que ça donne le gouvernement se donne le droit de décider à la place des groupes, alors que il ne peut pas le faire de manière la politique gouvernementale n'est pas une loi, mais c'est quand même un principe qui est respecté depuis 2001. Et cette fois-ci, avec le projet de loi 103, le gouvernement a fait comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est assez grave, parce que quand je parle c'est un précédent, ce projet de loi-là, mais de voir à quel point le gouvernement balaie du revers de la main les principes qui sont dans la politique, qui assurent l'autonomie des groupes à partir de la politique, c'est grave aussi. Quoi d'autre va-t-il se permettre? Alors que ce serait pour terminer sur ce sujet-là, la prochaine étape, parce que là, on se parle, vous avez fait un point de presse il n'y a pas si longtemps avec plusieurs justement de ces organismes-là qui ont pu tous donner un peu leur opinion à ce sujet-là. Comment est-ce quel va être le rôle de la table là-dedans? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire pression? Comment ça va être quoi la suite? Le point de presse, on le fait avec la Ligue des droits et libertés, la coalition Solidarité Santé et le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Tout ce monde-là ont des groupes touchés présentement par le projet de loi ou qui risquent de l'être si le projet de loi 103 a des retombées est répété sous forme de projet de loi ou sous forme de règlement un peu sur toutes sortes d'enjeux. Donc, nous, comme table, on continue de surveiller, évidemment, l'étude détaillée là, que je vous disais, ça reprend demain avec une nouvelle ministre, Sonia Bélanger. On sait que on a déjà vu certains amendements ont été déposés et ces amendements-là du gouvernement, ces amendements-là sont loin d'atténuer le problème. C'est plutôt des amendements qui confirment l'intention du gouvernement de contrôler les groupes. Ils remplacent des articles par des mentions que Santé Québec va coordonner les actions des groupes qui auront la permission d'exercer dans un lieu donné. Que Santé Québec coordonne les actions d'un groupe, c'est une atteinte frontale à l'autonomie. Alors, plutôt que d'atténuer et de comprendre le message, le gouvernement, par les amendements qu'il propose, en rajoute. Et là, c'est comme une goutte qui fait déborder le vase. Donc, nous, comme table, on va continuer d'intervenir. On intervient pour protéger pas seulement les groupes en santé et services sociaux, mais l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome et le RQAK, la Ligue des droits et libertés et la coalition Solidarité Santé qui sont avec nous agissent de la même manière. Donc, on a aussi, au début le même jour du point de presse, on a déposé une lettre à la commission sur la santé et les services sociaux. C'est la commission qui fait l'étude du projet de loi actuellement, dans lequel on exprime notre opinion, nos inquiétudes et notre demande de rejeter le projet de loi 103. L'amender ne suffira pas. C'est pas une question de nombre de mètres. C'est pas c'est pas des détails.
c'est de le rejeter. Et les propositions d'amendement qu'a déposé le ministre Carman et que va sûrement reprendre à son compte la ministre Bélanger, ne font rien pour calmer, pour répondre à nos objections. Ils confirment l'intention du gouvernement de contrôler encore plus des groupes communautaires. Et si le gouvernement contrôle des groupes communautaires, il va contrôler les groupes communautaires. Et c'est ce qu'on veut éviter. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.